بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. أنا مسرور جدا بوجودي معكم، ونغتنم هذه الفرصة نشكر كل على الاستضافة، كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسي ولي، وأنا كنت يعني بالمحاضرة تاعو متأثر جدا مباشرة لأن داخلة في نطاق تفكير تاعي. سيد مدير الجامعة سيد السعيداني، وأخي وزميلي محمد بوجلال اللي هو كان المحفز لوجودي معكم. I'm very pleased to be with you, so I will be using only one language, if I may, and that will be French, in spite of what Mohammed D said about French. And I'm very at ease because I did all my studies in the UK, but I work in France. So I have no complex using languages, neither nor. I publish in French and in English. Unfortunately, not in Arabic. Donc, chers amis, chers étudiants, messieurs, je suis ravi d'être avec vous. J'ai prévu pour une heure et demie, on vient de m'annoncer que c'est une demi-heure seulement. Donc, je vais essayer de raccourcir le sujet puisque je l'avais prévu sur deux volets. Un volet sur l'économie du savoir et un volet sur la question de l'innovation. Donc, j'ai une demi-heure, il faut mettre le maximum et je mettrai plutôt l'accent sur l'économie du savoir. Évidemment, je réalise les limites de l'exercice. Je suis économiste de formation, avec évidemment un background de management aussi. Et je suis devant une assistance de chercheurs en sciences dures, diverses disciplines. Donc, évidemment, c'est peut-être pas le même langage que je vais tenir, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Je pense que ça fait partie des conférences d'ouverture dont a parlé M. Wall. Parce qu'effectivement, quand on est dans la recherche, on ne peut pas se contenter de rester simplement dans son domaine. Et il est clair que la pluridisciplinarité, sciences sociales, et puis sciences sociales, sciences dures, a montré toute son importance. Comme vous le voyez, je suis pour l'instant donc professeur d'université et chercheur à l'université de Lille, mais il faut rappeler que j'ai eu aussi une longue carrière en tant que chercheur et professeur à l'université algérienne, puisque je fus par le passé aussi doyen de faculté sciences économiques à l'université d'Oran, et donc une bonne partie aussi de ma formation résulte de ce passage en Algérie. Donc je dirais, comme a dit un de mes amis, ana muhadram, une partie ici, une partie là-bas. J'espère que le résultat sera satisfaisant. Donc l'économie du savoir, évidemment, c'est une notion qui commence à devenir à la mode maintenant, je dirais, depuis quelques décennies, je dirais 2 décennies maintenant que les gens en parlent sous différents aspects, à la fois au niveau de la sphère de la décision publique, les décideurs, mais aussi c'est une économie qui pénètre la sphère de la recherche, à mon avis, un peu trop lentement pour pouvoir être réellement fouillé comme il se doit. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était utile peut-être de vous introduire à ce sujet et aussi poser quelques questions que rencontrent les chercheurs qui font le travail sur ce paradigme, puisqu'on peut dire que c'est un nouveau paradigme de l'économie et un nouveau paradigme qui permet de créer de la richesse. Donc, comment on le fait, ça c'est déjà une démarche pour les étudiants. C'est déjà une démarche, puisque je vais commencer par défestiliser quelques éléments qui retiennent notre attention, qui nous surprennent et qui font qu'on s'y intéresse. Puis, je passerai à des concepts et outils que nous utilisons
les régimes de croissance, et puis peut-être que je vais parler de... Alors, simplement, avant de parler de cela, je voudrais quand même aussi vous faire part d'une casquette, j'en ai deux, mais deux, en tant que chercheur et coordinateur de réseau. Je coordonne ce réseau qui s'appelle Maghreb Technologies, magtech.org, sur lequel vous pouvez aller voir sur le site. C'est un réseau que nous avons créé en tant que chercheurs maghrébins il y a 1994, donc nous sommes déjà à 23 ans. Plus de 400 membres sont affiliés. Nous avons une équipe centrale qui coordonne tout ce processus à l'université où je suis. Plusieurs ouvrages collectifs que nous avons produits et des dizaines de thèses qui ont été soutenues dans le cadre de ce réseau, à la fois en économie, en management et en sciences sociales. Mais je crois que ce qui est intéressant et pourrait intéresser nos doctorants, c'est que nous avons été une unité d'accueil. Nous avons accueilli pas moins de 350 à 360 stagiaires, doctorants algériens pendant toute cette période, qui sont venus pour des stages de courte durée, de 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, et de longue durée. Et nous sommes ravis d'avoir contribué de cette manière à leur donner les conditions de séjour, les conditions de recherche pendant leur séjour chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait mentionner, et nous sommes toujours prêts à les accueillir. Bien sûr, dans nos disciplines, on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors, on a beaucoup de travaux, quelques travaux sur ces questions qui sont publiés. Je ne les citerai pas, mais si vous allez sur nos sites respectifs, vous les trouvez. En particulier, sur cette notion, on a à peu près 3 ou 4 ouvrages sur l'économie fondée sur la connaissance, l'Algérie, le défi de la connaissance, Building Science Technology Innovation Systems, l'économie fondée sur la connaissance pour le développement, et le tout dernier, l'économie de la connaissance, fondement et application à l'entreprise. Alors, l'effet stylisé, eh bien, il est de plus en plus évident dans notre jargon d'économie que la croissance et la compétitivité sont liées à la connaissance. Je crois que tous les travaux qui sont faits, je cite celui-ci qui n'est pas de moi, bien sûr, et si on met la compétitivité en abscisse, en ordonnée, et l'économie de la connaissance en abscisse, eh bien, vous verrez que ces points marque bien une relation entre connaissance et compétitivité. Ça veut dire tout simplement, et on a pris un échantillon, ils ont pris un échantillon de pays sur lequel ce travail s'est fait. Il est clair qu'il y a une liaison, peut-être pas une corrélation précise, mais ce nuage de points montre que nous avons une liaison entre compétitivité des nations et leur insertion dans la connaissance. C'est clair que d'autres travaux nous ont montré que si l'on compare des économies qui ont absorbé, qui ont intégré ce phénomène de la connaissance et une stratégie pour cela, mise en place une stratégie, eh bien, il y a un gain de temps. C'est-à-dire que si on continue la croissance avec les méthodes traditionnelles classiques, production, capital, travail, on ferait T plus 25 pour arriver à ce taux de croissance. Si on intégrait une stratégie fondée sur la connaissance, on gagnerait le niveau rouge, on gagnerait évidemment jusqu'à 15 ans. Ça veut dire que l'intégration de cette vision de l'économie de la connaissance peut faire gagner énormément de temps dans le processus de croissance, dans le processus de développement. Et bien entendu, cela a été éprouvé dans la Corée, en Malaisie, plusieurs pays qui l'ont adopté. Mais il faut avoir une vision pour cela. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est clair que si on compare des pays qui ont, disons, sont développés d'une manière conventionnelle, ici, c'est un travail qui a comparé la Corée du Sud, qui a une approche et une vision de l'économie de la connaissance sur 50 ans, c'est comme la Malaisie, et on compare le Mexique, eh bien, vous voyez que de 2000 à... sur la période, pardon, c'est plutôt 1980 jusqu'à 2020, eh bien, nous avons la Corée du Sud a une courbe ascendante abrupte, sharp. Le Mexique continue sa croissance plus ou moins modérée. Le différentiel entre la Corée et le Mexique sont des travaux qui ont été faits. C'est évidemment
le fait d'intégrer d'une manière systématique et explicite dans leur stratégie de développement l'économie du savoir. Et j'étais ravi de voir que dans le leaflet de l'université de la connaissance et du savoir. Donc, on est bien dans l'esprit, bravo de l'avoir intégré, c'est bien dans cette optique de... Et c'est clair qu'en tant qu'économiste, avant, ce qui produisait la richesse, c'était le travail, le capital. Vous aviez des travailleurs et vous avez des équipements et vous produisez des produits et des services que vous vendez. Eh bien, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus possible pour être compétitif dans une nation. Il faut le travail, le capital, mais insérer entre les deux l'éducation, la recherche, la technologie. C'est tout ça qui va permettre de développer le knowledge, la connaissance, le know-how, le savoir-faire et l'innovation. Et de cela vont résulter, bien sûr, des résultats très clairs. C'est la croissance de la productivité. Parce que ce qui fait notre défaillance majeure, ce n'est pas tant la production. Vous pouvez produire du pétrole, du gaz, des produits chimiques. C'est la productivité. Si on n'est pas à des niveaux de productivité compétitifs, c'est-à-dire que nos travailleurs produisent aussi bien, sinon plus, travailleurs et capital, produisent le produit à mettre sur le marché, eh bien, on ne sera jamais compétitif sur le marché. Et là, ça montre que la productivité de la croissance est démultipliée quand nous avons tous ces éléments présents. Évidemment, ça va résulter en croissance économique, en accroissement des exportations, en amélioration de l'emploi. L'emploi est un gros problème en Algérie et dans la région, et surtout l'emploi des jeunes. C'est ça le grand défi auquel nous devons faire face, et on ne peut faire face qu'à partir de cette optique de l'économie du savoir. Je ne crois pas qu'en utilisant simplement du capital et du travail dans la manière classique, on pourrait en faire face. Et le développement régional, bien sûr, et le bien-être, bien entendu. Alors, un autre fait stylisé, c'est que depuis quelques années, on constate qu'il y a des choses qui ont bougé. On a un tournant majeur, surtout dans les pays de l'OCDE. Eh bien, on s'aperçoit que l'investissement dans le savoir dépasse. Il était 8% pour l'investissement dans les équipements, 8% le savoir. Maintenant, l'investissement dans le savoir dépasse l'investissement dans les équipements. C'est-à-dire que la connaissance a pris le dessus. On constate aussi que les salariés du supérieur, bien maintenant, jusqu'à 28%, certains pays, 33% des travailleurs ont des diplômes supérieurs. Ça ne veut pas dire que l'économie de la connaissance repose que sur le supérieur. 36% au Japon. Le capital humain et le capital intellectuel sont devenus centraux. De l'autre côté, eh bien, on constate que l'innovation eh bien, aussi est en train de s'accélérer avec les brevets, évidemment. Les brevets, ça veut dire qu'il y a une activité de recherche en amont. Bien sûr, on a parlé, Mohamed, de publication, mais aussi brevets. On a une hausse de brevets qui est phénoménale. L'USPTO, par exemple, en 20 ans, le nombre de brevets déposés à l'USPTO, qui est l'agence de dépôt et de protection des brevets américaine, eh bien, il a été multiplié par 10. Ça veut dire que l'accélération se fait maintenant, et on voit l'exemple de la Chine, qui est devenue maintenant premier producteur de brevets à partir d'une position de pays en développement. Et bien entendu, la globalisation, le nombre de brevets, voilà, je l'ai montré. Et nous avons le processus de globalisation, parce que la globalisation fait partie aussi du processus de l'intégration de ce paradigme. On y reviendra. La globalisation est mesurée simplement le pourcentage de l'échange par rapport au produit intérieur brut, produit global du PIB, GDP global. Eh bien, la globalisation montre qu'il y a de plus en plus d'échanges dans le monde. Donc, ces faits stylisés dont j'ai parlé montrent que nous avons réellement un tournant important qui est l'économie du savoir et de la connaissance. Je ne les distingue pas pour l'instant, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais tout simplement pour faire vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, il faut peut-être se poser la question de ce tournant. Eh bien, comme toute recherche, là aussi je reviens vers les étudiants, il faut commencer par les définitions, les concepts et les outils, pour savoir de quoi on parle. Alors, sur les concepts, eh bien, beaucoup diront, mais la connaissance et le savoir,
Ça a toujours existé depuis le temps des immémoriaux, on a toujours travaillé ça. C'est vrai, on a toujours travaillé, bien sûr. Même le premier homme qui savait faire un outil, eh bien, il utilisait de la connaissance. Simplement, on a commencé à un peu mieux comprendre la connaissance depuis quelque temps. Depuis à peu près une vingtaine d'années, je dirais. Plus que cela, mais disons, c'est devenu, dans l'œil du chercheur et des décideurs, les 2 dernières décennies, d'abord, on constate que la connaissance a des attributs, c'est-à-dire qu'elle a des spécificités. Ce n'est pas simplement un savoir que l'on a, mais elle a des spécificités particulières. Elle est non rivale, elle est cumulative, elle a des externalités, je les expliquerai, avec des travaux qui ont été faits par des auteurs qui nous sont familiers en économie, mais dont l'un est connu le plus, peut-être, c'est Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, connu peut-être aussi par les non-économistes. C'est aussi une connaissance qui a double statut, qui est un bien public et un bien privé. Et là, c'est important, il faut savoir qu'elle peut faire partie des politiques publiques, mais elle est aussi bien échangeable. La connaissance devient une marchandise. Okay? Elle est double configuration, tacite et explicite, je les expliquerai par la fin, et elle a un double support matériel et immatériel. Alors, comme on a serré le temps, je vais être expéditif sur les explications. Un bien non rival, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un bien conventionnel qui se consomme, si on le consomme, si A le consomme, il est détruit. C'est notre manière de voir les choses. Vous avez une marchandise, vous avez un repas, si vous le consommez, eh bien, il est détruit. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté de vous ne peut pas l'utiliser. C'est un bien rival. Ou c'est lui, ou c'est vous. La connaissance, ce n'est pas cela. Vous pouvez la consommer, mais celui qui vient après vous la consomme aussi. Et comme ça, elle n'est pas détruite. Ce n'est pas un bien rival entre consommateurs. C'est un bien qui peut être un ouvrage. Si vous l'achetez, vous le lisez, vous passez à quelqu'un d'autre, eh bien celui qui le lit, il a autant acquis de connaissances que vous, et que le troisième, et que le quatrième. Et plus vous multipliez l'usage de ces supports de la connaissance, plus vous créez de la richesse, plus vous créez du savoir, plus vous créez aussi, évidemment, vous réduisez le coût. Un même ouvrage, il a été diffusé. Alors je parle d'ouvrage, mais ça peut être un CD, ça peut être une pièce, une œuvre d'art, ça peut être... Donc, elle peut être possédée simultanément par plusieurs personnes. Cumulative, c'est qu'il y a une accumulation du savoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à un savoir si vous n'avez pas déjà accumulé des connaissances antérieures. C'est ce qu'on appelle vulgairement les prérequis. Elle est cumulative, et la production des savoirs est la conséquence des savoirs anciens. Elle est génératrice d'externalités, c'est notre langage jargon économique. Externalité, ça veut dire tous les bienfaits que l'on reçoit sans avoir à payer. Si vous allez dans un parc, vous bénéficiez des bienfaits de ce parc, mais vous ne payez pas. C'est l'État, ce sont les autorités publiques qui ont construit ce parc. Ce n'est pas comme si vous allez dans un cinéma, il faut payer le ticket d'entrée. Donc, les externalités sont les effets que l'on reçoit en tant que consommateur sans avoir à payer le prix. Ça, c'est très important. Et elle est bien privée, je l'ai dit. Elle est en même temps bien privée. Évidemment, elle obéit aux règles du marché. Vous ne pouvez pas, même lorsque vous allez sur le site Internet, il y a une base de données qui vous plaît, eh bien, on vous demande de mettre votre carte bleue parce que vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que c'est un bien marchand. Elle est devenue bien marchand comme on achète n'importe quelle marchandise. Donc, quand elle est déposée dans une bibliothèque, elle est bien publique. Vous allez lire tranquillement, sans avoir rien payé, sauf les frais d'inscription. Bien sûr, au début, c'est rien du tout. Mais si vous allez sur un site Internet et une base de données intéressante, elle devient bien privée, vous payez. Donc, vous voyez, ce double statut en fait quelque chose d'intéressant aussi. Alors, évidemment, je ne vais pas dans les définitions plutôt de type économique, puisque le temps, apparemment, mais je vois le président qui me surveille d'une manière, pas de problème. Mais évidemment, cette connaissance, aussi, elle est caractérisée par ce qu'on appelle connaissance tacite et explicite, et là, même les sociologues, les psychologues connaissent ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous apprenez à l'école, ce que nous apprenons, ou ce que nous lisons, n'est qu'une partie de ce que nous utilisons quand on est dans le milieu du travail. Nous utilisons une grande partie de notre expérience
qui n'est nulle part, qui n'est pas dans les documents, qui n'est pas codifiée. Elle est dans la tête. Elle est l'expérience que l'on a acquise. Ça, c'est du tacite. Et les études ont montré que dans le processus de production, 80% des connaissances que nous utilisons dans la production sont des connaissances tacites. Ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école, c'est ce que vous avez acquis dans la pratique, c'est ce que vous avez acquis dans l'échange avec les autres, c'est tacite. Et tout le défi, c'est comment transformer cette connaissance tacite en connaissance codifiée ou explicite. Pourquoi? Parce que les gens qui ont la connaissance tacite, si demain ils partent, eh bien ils décèdent ou ils quittent, eh bien ils ont emporté tout un pan de la connaissance. D'où ce défi. Évidemment, c'est aussi au croisement des compétences et de l'information. Hein. Ça, c'est un graphe qui montre que la connaissance, elle est aussi à la fois de la compétence, mais aussi de l'information. Et il y a cette évolution historique, c'est un travail qui a été fait par notre collègue Balmis. On est parti des données toutes simples, hein, que nous avons sur un fait, avec une phase où on est passé à l'information, c'est déjà plus élaboré, puisque les données sont l'information, elle est collectée, elle est traitée, ce n'est pas des données brutes. Donc, l'information. Puis on est passé à la connaissance, c'est-à-dire l'information qui a une valeur marchande, qui permet de faire des processus d'actionner, de créer de la richesse, et on nous dit qu'à l'avenir, on va aller vers la sagesse. Je ne sais pas si on deviendra jamais, on ne sera jamais dans la sagesse, mais je l'espère. Mais pour l'instant, on est dans la connaissance. Alors, ça, c'est la connaissance. À l'économie de la connaissance, pour nous, économistes, ça, en fait, ça remonte très loin, si on veut, un historique, pour les gens qui sont en sciences sociales et humaines. Nous avons un grand économiste qui a fondé l'économie libérale, le capitalisme, Madame Smith, ça remonte à 3 ou 4 siècles. C'est déjà, on trouve les prémices là-bas. Puis après, il y a au début du XXe siècle, pour ceux qui connaissent l'innovation, il y a un économiste allemand, mais devenu américain, autrichien, Schumpeter, qui lui, déjà, 1929, met l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat comme la création de richesses. Et lui, il distingue plusieurs formes d'innovation, à la fois de production, mais aussi des innovations dans le management, dans la finance. C'est pour dire que l'innovation, ce n'est pas simplement produire un produit tangible qu'on va... Non, vous pouvez innover dans le management, dans l'organisation, dans la finance, dans les échanges. Tout est matière à innovation. Et c'est le premier qui a attiré l'attention sur le fait que ce n'est pas simplement le produit. Puis, on a encore toute une évolution, et il faut attendre les années 80, pour voir que la croissance, c'est-à-dire ce qui est la croissance d'une économie, avant, on pensait que la croissance d'une économie, elle reposait simplement sur le marché, c'est le marché qui tire la croissance. Hein, lorsque vous arrivez à produire et à vendre, c'est ça qui fait que votre économie se développe, pour répondre au bien, à la demande sur le marché. Là, on nous montre, depuis les années 80, que non, ce n'est pas suffisant. Il y a la croissance endogène. C'est quoi? C'est-à-dire que pour vraiment qu'une économie se développe, il lui faut de l'éducation, il lui faut de la recherche, il lui faut des infrastructures. C'est une grande évolution par rapport à 3 siècles, 2 ou 3 siècles, où on a pensé que ça n'avait aucune importance. Ce sont les néoclassiques. Puis, il y a en parallèle tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'évolutionnisme, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire que ce qui importe dans la croissance, c'est l'apprentissage, c'est la formation des compétences. Voilà, tout un tableau. Alors, c'est pour vous dire que la recherche, ça a été dit par mon ami Mohamed, la recherche, c'est beaucoup de lectures et beaucoup de références, et partir à la base, aux sources du processus, et essayer de l'amener dans cette trajectoire de recherche bibliographique jusqu'aux données les plus récentes. Mais on ne peut pas se contenter que du récent, en oubliant l'historique du phénomène. Parce que dans l'historique du phénomène, on peut découvrir des choses, et on peut peut-être découvrir des sujets ou des interrogations intéressantes qui ne sont pas forcément posées actuellement, mais qui ont été posées avant. Donc nous avons Kenneth Arrow, ça a commencé par l'information, d'abord Nelson, hein, ensuite Arrow, ensuite un certain Herbert Simon, qui a dit que c'est l'apprentissage qui est important, ensuite l'économie de la connaissance qui englobe l'information, ensuite Hayek, et Fauré et Lundvall. Je ne vais pas m'attarder sur cela.
Alors, l'économie de la connaissance, oui, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, un secteur tertiaire qui explose. Comme vous savez, 70% de l'économie mondiale repose sur les services. C'est d'abord l'explosion des TIC. Je suis ravi qu'un de nos collègues parlera des technologies de l'information, de la révolution numérique. C'est l'émergence de l'immatériel. Ce n'est pas que le produit tangible qui crée de la richesse, c'est aussi ce qui est intangible. C'est aussi la globalisation. Voilà des phénomènes qui ont fait que nous avons un nouveau paradigme, et ce n'est plus la connaissance d'avant, mais nous sommes vraiment face à une nouvelle réalité. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, l'OCDE nous dit que c'est l'EFC, l'économie fondée sur la connaissance, c'est ce qui est directement fondé sur la production, la distribution, l'utilisation de la connaissance. C'est une nouvelle variété d'économies, hein, ressources stratégiques, la connaissance, l'apprentissage, le changement permanent et les organisations apprenantes. Vous voyez, on a même des nouveaux vocables. Hein. Et il faut savoir aussi que nous sommes face à une économie où la connaissance devient rapidement obsolète. C'est-à-dire que nos connaissances, on estime que 80% de nos connaissances deviennent obsolètes dans les 5 ans après avoir acquis notre diplôme. Et encore, je suis peut-être généreux. Ça veut dire que nous sommes dans une contrainte d'apprendre en continu. Le long life learning, c'est une des conditions pour rester inséré, quel que soit le métier que nous faisons. Si nous ne sommes pas toujours à jour de nos connaissances, eh bien, nous ne pouvons pas être évidemment dans cette économie, et tout cela est important. Et les modèles qui nous ont été proposés, l'économie de la connaissance, reposerait, selon certains auteurs, et surtout ceux qui ont travaillé avec la Banque mondiale, sur les 4 piliers. Sur l'éducation et la formation, un des piliers fondamentaux de cette économie. Sur la recherche et l'innovation, deuxième pilier, on en a parlé. Sur les TIC, technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle l'épine dorsale de cette nouvelle économie. C'est vrai que s'il n'y avait pas la révolution numérique, il n'y aurait pas eu la révolution dans l'économie du savoir. Et puis, les institutions. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une gouvernance de tout ce processus. Cette coordination entre les 4 piliers ne se fait pas seule s'il n'y a pas un processus des institutions qui coordonnent cela. Parce que lorsque vous demandez à beaucoup de pays, ils vous disent « mais on a tout ça ». On a l'information, on a l'éducation, on a l'innovation, et pourtant on n'est pas dans la croissance forte. C'est parce qu'on n'a pas réellement rapproché tous ces piliers. On ne les a pas coordonnés. Et tout l'enjeu des politiques des décideurs publics, c'est de trouver des mécanismes de coordination de ces piliers pour pénétrer d'une manière fondamentale dans cette économie, évidemment, avec la coopération internationale. Alors, le modèle, il s'est sophistiqué au fur et à mesure dans le temps. On n'est plus dans 4, on est dans 5, on est dans 7, chaque pays l'a adapté. Alors, comment mesurer, c'est aussi une des préoccupations. Vous êtes chercheur, même si on a des choses très qualitatives ou philosophiques, il faut arriver à un moment où il faut mesurer. Comment mesure-t-on ? Et ça s'est posé à nous. Pourquoi? Parce qu'on a des aspects quantitatifs, on a des aspects qualitatifs, qui sont en même temps. On a des dimensions macro, les politiques publiques, ça se traite au niveau de l'État, mais on a aussi des aspects micro, ça se traite aussi au niveau de l'entreprise. Parce que vous pouvez avoir des politiques publiques, mais si une entreprise ne suit pas, eh bien, on ne pourra pas pénétrer dans ce dynamique de l'économie du savoir et créer de la richesse. On a aussi des préoccupations de dimension individuelle, c'est l'homme qui apprend et qui mobilise ses compétences, mais aussi tout ce qui est le travail en groupe, le travail collectif. Les collectifs d'apprentissage, ce sont des éléments qui sont importants dans cette économie. Et on a, bien entendu, une dimension nationale, mais on ne peut pas s'isoler. On est aussi dans un contexte international, ça veut dire que la globalisation a toute sa importance. Alors, pour mettre en place tout cela, il y a eu la proposition d'un indicateur, la grille de mesure de la connaissance. Alors, elle est là, c'est un ensemble d'indicateurs. Il y a les indicateurs de performance, là, sur la droite, avec les 4 piliers qui sont mesurés, des variables. Sur l'aspect institution, bien, on a connaissance, on a barrière droit et propriété, réglementation. On mesure l'éducation et les ressources humaines. On a toute une batterie. On mesure l'innovation. Si j'avais le temps, évidemment, je ferais cette partie innovation. Je ne veux pas la faire. Et on a les TIC. Tout ça se mesure. Simplement, ces mesures ont évolué dans le temps. Ça, c'est le modèle de base. Et qui a permis
évidemment, d'arriver à un KEI, Knowledge Economy Index. Maintenant, on mesure les économies par un indice qu'on attribue à chaque pays, qui est mesuré à partir des 12 piliers, des 12 variables indicateurs, et qui permet de dire si une économie est très avancée dans cette grille de l'économie de la connaissance ou pas. Et c'est ce Knowledge Economy Index, et Knowledge Index, mais celui qu'on utilise, c'est le KEI, c'est celui-là qui permet de classer les pays, ce qu'on appelle les benchmarking, de dire que les pays scandinaves sont en tête, les pays émergents sont au milieu, les pays en voie de développement sont derrière, etc. Donc c'est devenu un objet de classement international. Et si vous allez sur les banques de données, si vous avez sur les bases de données de la World Bank Institute, de la Banque mondiale, vous verrez tous ces classements qui est renouvelé annuellement. On est à peu près à 140 pays maintenant classés. On a des instruments de représentation, le losange, qui est très pratique. Vous pouvez représenter un pays au sein de ce losange, sachant que toutes les échelles sont de 0 à 10, à la fois sur le régime institutionnel, sur l'information des TIC, sur l'innovation et l'éducation. C'est très pratique. Vous pouvez aussi mesurer sur la toile d'araignée. Là, par exemple, on compare 4 pays, la Singapour, la Malaisie, l'Indonésie. On peut comparer l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. On peut faire plein de choses. Mais avec le temps, eh bien, on est passé de 14 à 80 variables. Ça veut dire qu'avec le temps, on a découvert de plus en plus qu'il y a d'autres variables qui comptent dans l'élaboration de cette économie. C'est devenu très compliqué. Voilà, par exemple, si je prends l'innovation, l'innovation, on était parti avec 3 indicateurs ou 4. Regardez, là, on est pratiquement à 21 indicateurs juste pour mesurer l'innovation. Un des piliers seulement. Okay? Donc, avec le temps, ça s'est sophistiqué. On est à peu près à 12 indicateurs pour mesurer l'éducation et la formation. Je n'aurai pas le temps d'aller dedans. Hein. Vous voyez, il y a la qualité de l'éducation, il y a le management, il y a le taux d'inscription au tertiaire, au secondaire, au primaire. Il y a plein d'indicateurs. Donc, plus on avance dans le temps, plus ces indicateurs de mesure deviennent nombreux, plus ils se sophistiqués. Et ça, c'est quoi? C'est le résultat de la recherche. C'est la recherche académique qui a permis d'amener ces inputs. Chaque fois, il y a un chercheur qui fait un travail, qui publie et dit « Attention, j'attire votre attention sur tel indicateur, vous l'avez oublié. » Et on l'intègre. Et comme ça, on est dans un processus d'extension progressive. Évidemment, ça permet aussi de classer les pays sur cette courbe. Et je ne vais pas... Ça, c'est pour les économistes, c'est-à-dire comment on va dans des équations de mesure de l'économie de la connaissance. Il n'y a pas que les sciences dures qui font des équations, hein, je vous signale. Nous avons aussi des équations très sophistiquées, mathématisées, où, bon, je ne vais pas la décrire. On est parti de la fonction de Cobb-Douglas sur capital travail pour, évidemment, la sophistiquer. Et pour dire simplement, pourquoi ça nous aide, c'est tout simplement pour dire quelle est la part de la connaissance dans la production de richesse. Simplement. Évidemment, ça c'est de plus en plus sophistiqué. Et l'économie monsieur, juste 5 minutes, dans le monde, 2 minutes, oh là là, parce que j'avais prévu 1h30, alors vous avez corrigé le tir. Non, non, tout simplement, on peut dire, c'est pas nous qui fabulons, c'est devenu une réalité mondiale. Pourquoi? Parce que toutes les institutions internationales sont emparées de ça. D'abord l'Union européenne. Je vous rappelle que la conférence de Lisbonne, le traité de Lisbonne, et le traité de Bologne qui a donné lieu au LMD, que vous connaissez bien, hein, c'est un des phénomènes de l'économie de la connaissance, hein, je vous le signale. L'économie l'Europe a décidé de devenir la première économie de la connaissance dans le monde à l'horizon 2015, à partir de 2000. Bon, elle n'est pas arrivée. C'est pour ça qu'elle est en train de revoir sa copie. Mais aussi le PNUD, le rapport sur le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, le NEPAD, la CEA, tous se sont emparés de ça. Et il y a des exemples de réussite. Ici, la Finlande, qui était une économie productrice de rente. Ce n'était pas du pétrole et du gaz, c'était du bois. Et elle est partie, en l'espace d'un siècle à peu près, entre une économie de rente à une économie d'investissement, à une économie tirée par la connaissance à l'heure actuelle. Et je vous signale que la Finlande a été premier pays de l'économie de la connaissance pendant plusieurs années. C'est la Suède maintenant. Voilà, l'Irlande aussi a fait un saut qualitatif en adoptant une stratégie économie du savoir. Je n'ai pas le temps ici. Et j'ai un historique de comment ce concept a été introduit dans le monde arabe,
Et nous avons eu le plaisir de participer à ce processus parce qu'on a été dans des commissions, des think tanks, etc., pour pouvoir intégrer l'économie du savoir dans les régions MENA à travers les groupes qui ont été organisés. Je n'aurai pas le temps de décrire tout cela. Et on a même collaboré en Algérie, au CNES, Conseil national économique et social, puisque j'étais membre de la commission ad hoc sur l'économie du savoir pendant 2 ans. Donc on a aussi travaillé en Algérie pour intégrer, et M. Babès Laïrmo a été évidemment un des coordinateurs de ce processus qui était président du CNES. Alors, il y a beaucoup de questions de recherche pour les doctorants ici. Je sais, ce n'est pas votre préoccupation, mais les sciences sociales, les économistes, on a des questions sur les notions, on a des questionnements sur les modèles. Est-ce que c'est le même modèle scandinave qui va s'appliquer en Algérie? Est-ce que c'est le modèle brésilien? Quel est le modèle qu'on peut mettre en place en Algérie? À partir de quelles prémices? Donc, nous avons du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Quelles sont les mesures? Il faut revoir les mesures de la connaissance. Est-ce que ces batteries d'indicateurs sont suffisantes et sont utiles? Nous avons des liens entre les piliers. Il y a autant de sujets de thèse que de questionnements et je pourrais aller. Donc il y a beaucoup à faire. On a des approches macroéconomiques au niveau de l'économie dans sa globalité, mais on a aussi beaucoup de travail sur le management. J'ai appris qu'il y a des spécialistes du management ici. Donc il y a beaucoup de travail sur le management de la connaissance au niveau de l'entreprise. Il y a des questionnements parce qu'on a, et on a des approches bottom-up, top-down, évidemment, et on a des déclinaisons des enjeux scientifiques. Monsieur le Président, je m'arrêterai là. Merci, j'espère que j'ai été clair. Et nos travaux, vous les trouvez sur le site MacTech et vous les trouvez sur le site GFLAT ResearchGate. Merci beaucoup.